un peu comme une bombe. Des numéros d'urgence totalement Une vision d'apocalypse. Le naufrage a lieu au large des côtes bretonnes. Une catastrophe écologique de grande ampleur. Perçu des torrents de boue. Des tonnes d'eau dévastantes. L'état de catastrophe naturelle sera bien déclaré. Un feu a traversé environ 50 hectares. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Une centaine d'employés a été touché par un nuage de poussière radioactive. Voilà. En fait, je ne m'en étais jamais rendu compte, mais l'emplacement que j'occupe actuellement, c'est vraisemblablement à quelques centimètres près, l'endroit où je me trouvais le 5 mai 92. Il y avait une rambarde en fer avec 2-3 éléments et elle était à peu près à cette hauteur-là, hein, voilà, pas plus. Hein, voilà. Et derrière, il y avait le vide comme il y a là, mais voilà, quelque chose d'impressionnant. Impressionnant. 5 mai 1992. Le stade de Furiani est en effervescence. Toute la Corse est venue communier autour du Sporting Club de Bastia. Le petit club de foot au passé glorieux mais relégué en 2e division est sur le point d'affronter au terme d'un incroyable parcours en Coupe de France le géant de l'époque, l'Olympique de Marseille. La rencontre enflamme la Corse et le club a fait construire pour l'occasion une immense tribune provisoire de 10 000 places, haute de 17 mètres. À 10 minutes du coup d'envoi, la tribune s'écroule. Quasiment en direct, dans le journal du soir. 3000 personnes sont précipitées dans le vide, 18 vont périr de leur chute. L'enquête va rapidement déterminer un invraisemblable enchaînement de négligences et de responsabilités, éclaboussant les instances du football et même l'État. 22 ans après, tentons de comprendre comment cette grave succession de fautes aurait pu être évitée et si toutes les leçons de ce drame ont bien été tirées. Tout commence ici, 12 jours avant. Lors du tirage pour la demi-finale de la Coupe de France, c'est le petit club de Bastia qui est désigné pour recevoir. Et ce sera celui auquel tout le monde rêve de se confronter à l'époque, l'OM. Une rencontre inespérée qui fait avoir à Thierry Roland ses paroles prémonitoires. Voilà. Bastia-Marseille, ça va faire exploser Furiani. Et de fait, à Bastia, on exulte. C'était la renaissance du Sporting Club de Bastia à l'époque. Le club était descendu en 2e division. On ne parlait pas de Ligue 2, on parlait de 2e division depuis pas mal d'années. Le commentateur sportif. Rencontrer le grand Olympique de Marseille avec les Papin, les Moser, les Pascal Olmet, c'était quelque chose d'inimaginable pour personne. Puis, on dit souvent que Marseille est la plus grande ville de Corse, donc c'était aussi forcément un derby qu'on n'avait plus vécu depuis pas mal d'années, depuis que le club était descendu en 2e division. Et donc forcément, il y avait de l'effervescence, il y avait beaucoup de joie autour de cette rencontre, il y avait beaucoup d'attentes et surtout beaucoup de ferveur. Car le Sporting Club de Bastia, c'est beaucoup plus qu'un simple club de foot. Il est l'âme de la Corse, son porte-drapeau. La rencontre avec l'OM cristallise alors toutes les frustrations et tous les espoirs. Il y avait une sorte de liesse, de mobilisation de la part de tout le monde vers un objectif qui était celui de gagner. Le supporter. D'enfin être dans quelque chose de positif, parce que ces années-là sont des années pénibles, des années de violence. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on ne parle de la Corse que pour les attentats, les faits divers, le banditisme, la météo ou le sport. Voilà. Donc il n'y a pas forcément d'autres éclairages que ça. On vit dans un culte du poncif, on dirait ça comme ça, et le sport est un des seuls moyens pour nous de faire parler de nous positivement. Donc voilà. Et cette campagne en Coupe de France, avec plusieurs performances, contre un ennemi héréditaire qui était l'OM, qui représentait aussi le continent à ce moment-là, dans ce contexte-là, c'était quelque chose de très important. Mais au lendemain du tirage au sort, tout le monde n'a qu'une seule question en tête. Comment accueillir une demi-finale de Coupe de France dans le vieux stade de Furiani? C'est un stade en décrépitude, insécure, inconfortable, ouvert aux 4 vents. Et donc il fait 8000 places, et ce qui est tout à fait insuffisant pour organiser un événement tel que celui d'un Bastia-Marseille. Peu après le tirage, Bernard Tapie propose aux dirigeants du Sporting d'inverser
le match en disant voilà, nous on vous propose de venir jouer au stade Vélodrome, en échange on vous donne l'intégralité de la recette, parce que le club évidemment avait un besoin criant d'argent, mais honnêtement c'était inenvisageable à la fois pour les dirigeants mais surtout pour les supporters. Pour nous, le seul moyen de battre l'OM et d'aller, enfin de retourner en finale, c'était de jouer ici, et je pense que personne n'aurait jamais pu comprendre qu'on inverse le match. Évidemment, aujourd'hui, ça aurait permis d'éviter beaucoup de choses, mais dans le contexte de l'époque, c'est impossible. L'engouement insulaire fait que le stade était sous-dimensionné pour accueillir un tel événement. Le pompier. Et là, un élan au niveau des organisateurs, essayer de contribuer au dimensionnement de l'installation pour accueillir cette fête. Pour les demi-finales fixées au 5 mai, une décision spectaculaire a été prise ce matin à l'unanimité par le comité de gestion. Dès demain matin, si la confirmation de la date est bien le 5, les engins attaqueront la démolition de la tribune Claude Pape, puis pour en refaire une autre Claude Pape. La décision est en effet spectaculaire, mais le pari en réalité fou. Le club a 10 jours pour monter une tribune de 10 000 places. Un compte à rebours est lancé. Sur le moment, c'est de l'enthousiasme. Honnêtement, c'est de l'enthousiasme. On se dit, on va faire quelque chose d'exceptionnel. La décision est prise de raser la tribune existante, la petite tribune Claude Pape, qui faisait seulement 700 places, de la raser. C'est fait en une seule nuit. On voit ça dans les journaux le lendemain. Quelque part, on est ébahi parce qu'on a toujours connu cette tribune. Si la Corse s'émerveille, en coulisses, les premières zones d'ombre apparaissent. 2 sociétés de montage ont répondu à l'appel d'offres, mais l'une jette l'éponge. Le nombre de places à monter est trop important pour si peu de temps. Seul reste Sud Tribune, une société en difficulté financière. Son directeur, Jean-Marie Boismont, explique devant la presse que le montage sera un simple jeu de mécano. Alors, tout le monde s'engage dans le chantier. Là, on assiste à ce que la Corse est capable de faire, c'est-à-dire des travaux, des gens qui se mobilisent, des bénévoles, tout le monde sur le pont. Vraiment, ce que la Corse peut produire de meilleur en termes de mobilisation, mais évidemment de pire au niveau de ce qui est des normes de sécurité, de l'impréparation et de tout ce qui peut concerner l'organisation d'un match. Rien n'est respecté, mais à l'époque, personne ne s'en inquiète. C'est-à-dire à part des personnes très isolées qui, je pense, témoigneront au procès. Ensuite, c'est pas la préoccupation. La préoccupation, c'est d'être en mesure d'éviter que le match ne soit pas déclaré, le stade ne soit pas déclaré au nord, mais que le match soit délocalisé à Marseille. D'autant que le montage est sous la surveillance d'une commission de sécurité, à laquelle participent les sapeurs-pompiers et présidée par le préfet de Haute-Corse. C'est elle qui doit donner l'autorisation d'ouvrir au public. Son avis est indispensable pour que la vente des billets soit autorisée. Des billets que les supporters attendent avec impatience. On nous annonce un stade qui va monter d'une capacité de 10 000 à 20 000 places. À l'époque, la Corse, c'est 240 000 habitants, donc 20 000 places, c'est quasiment 10% de la population qui sera présente au stade. Donc ça paraît fou, ça paraît complètement fou, mais voilà, il y a un enthousiasme tel que, au-delà des habitués du stade, on sent bien qu'il va y avoir une mobilisation énorme autour de la rencontre. Le 29 avril, 7 jours avant le match, la FFF autorise la vente des billets, alors que la tribune est toujours en construction et que la commission de sécurité n'a pas donné d'avis favorable. Au plus haut niveau, les instances du foot ferment les yeux sur les conditions de sécurité d'un match pourtant à haut risque. En Corse, personne ne paraît s'en inquiéter et le Sporting semble seul maître à bord. La pression autour de ce match, c'est l'élément essentiel. C'est ce qui engendre toutes les décisions qui seront prises en réunion de sécurité préalable, tous les corps de métiers successifs, à l'exception, je crois, de certains pompiers qui soumettent très vite, qui mettent un certain nombre de holà, on dira. Voilà, tout. Personne ne peut envisager ça, à commencer par l'État. Donc voilà, et c'est le sujet numéro 1 et de très loin. C'est du sport, mais c'est beaucoup plus que du sport. Voilà, donc et ça rend inenvisageable le fait que ça ne soit pas possible. J-1, on s'active toujours pour terminer le chantier.
Le prix des places en tribune nord a été multiplié par 10, un match en or pour renflouer les caisses du club. Mais pour les fans, c'est avant tout un pari réussi. On se dit, c'est féerique. Voilà. Il y a quelque chose sous nos yeux, etc., d'immense qui est en train de se mettre en place. Et moi, j'ai ce réflexe-là parce que j'ai toujours eu d'envisager un peu le pire. Et voilà, je me le dis, mais j'enlève immédiatement cette idée-là de la tête et je garderai cette image-là à vie de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui risquent de tomber de là-haut ou est-ce qu'elles ne risquent pas de s'affaisser sous son poids? Voilà, donc, mais je n'ai absolument aucun élément pour le dire à ce moment-là, c'est que c'est tout simplement tellement immense par rapport au reste du stade que quelque part, il est impossible de ne pas se poser la question. « 5 mai, jour du match. La ville se pare de bleu et de blanc, aux couleurs de son club. De tous les villages corses, on converge vers le stade. On s'est garé, à peu près vers 4h30, et on s'est présenté à la tribune. La spectatrice. J'ai décidé de monter carrément en haut pour essayer de mieux voir, quoi, parce que bon, c'est vrai que je savais qu'il y aurait du monde. Et avec les drapeaux, tout ça, je me suis dit, je ne vais rien voir, ça ne va pas être très bien. Bon, il y a du monde, on va pas être comme il faut. Donc je me suis dit, allez, on monte, hein, mais sans me poser de questions non plus, étant donné qu'il y avait déjà beaucoup de monde aussi. Hein. Si j'avais été seule, je me serais peut-être posé des questions en me disant, peut-être c'est dangereux, peut-être qu'il ne faut pas. Mais là, le fait que tout le monde soit là, on suit le mouvement, quoi. On ne se rend pas compte, on y va un peu au hasard, quoi. Le jour du match, j'arrive au stade en début d'après-midi, il doit être 14h, 14h30. Donc on nous indique notre emplacement tout en haut de la tribune, puisque la tribune de presse avait été... la tribune de presse, du moins les emplacements presse avaient été réservés tout en haut de cette tribune-là, hein, la dernière rangée. Donc nous, on est positionnés quasiment dans l'axe du terrain. Moi, quand j'arrive à 3h, il y a toujours des gens qui s'affairent aux alentours du stade. Et on entend des bruits, des gens qui tapent, qui mettent des clous, etc. Mais je ne sais pas si c'est une sorte d'inconscience généralisée ou quoi que ce soit, mais pour les gens, c'est normal. On fignole, ce sont des détails qu'on règle, l'essentiel est fait, mais ça n'inquiète que très peu de gens. À 18h, la tribune est remplie. L'ambiance est à son comble à Furiani. À cette heure, la commission de sécurité n'a toujours pas donné d'avis favorable. À l'arrière de la tribune, 2 sapeurs-pompiers s'inquiètent. Oui, mais ils veulent pas comprendre. On va leur dire comment je peux leur dire. Elle est détachée, hein. Carrément, on la voit bien. Pourtant, la tribune n'est pas évacuée. À 20h20, elle s'effondre. Je me suis sentie partir en arrière, les cheveux dans le visage, me revenir en avant. Et puis là, après le coup, quoi. Et après, très très mal à la tête. Et après, j'étais au sol. Mais j'ai pas perdu connaissance, ça, c'est sûr. Je me rappelle de beaucoup de monde, de cris, les tubulures, le fracas, quoi. Je me rappelle de tout ça, oui. Le seul souvenir que j'ai, c'est cette sensation d'aspiration vers le sol, et puis plus rien. Donc j'ai vraiment cette sensation où je suis aspiré complètement vers le sol, et puis d'un seul coup, il y a un trou noir, je me rappelle de plus rien. Après la chute, il y a un silence. La première des choses, c'est le silence total qui s'abat sur le stade et qui contraste énormément avec l'ambiance furieuse qu'il y avait quelques secondes avant. Tout le monde est interloqué. Je crois que pas grand monde a réalisé ce qui se passait, mis à part ceux évidemment qui l'ont vu tomber. Et moi, la première phrase que j'entends, c'est quelqu'un qui est juste derrière moi qui dit mais il y avait mes parents dans cette tribune. Voilà. Et là, je réalise qu'il y a des gens qui ont été précipités dans le vide, quoi. Près de 3000 personnes viennent de faire une chute vertigineuse. Il y avait du métal, il y avait des corps qui étaient sous le métal, d'autres perforés par le métal. Et puis des gens qui étaient plus ou moins atteints. Et c'est là qu'il faut essayer de s'organiser, de faire le tri entre ce qui est d'urgence absolue, d'urgence vitale, d'urgence secondaire.
on avait concentré sur la moitié de l'aire de jeu. Toute cette partie-là, il y avait des blessés. Et sur toute la partie haute, on l'avait complètement inertée pour permettre aux hélicoptères de se poser. Donc les hélicoptères sont arrivés, les pylônes étaient différents, la tribune sud n'existait pas, elle était très basse, quasiment à l'identique de la tribune, de l'ex-tribune nord avant qu'elle ne soit détruite. Et les hélicoptères sont arrivés, certains quasiment de nuit, des gros porteurs, et c'est là qu'on a commencé à faire des ponts aériens. S'organise alors une gigantesque opération de secours, une des plus grandes depuis la fin de la guerre. 2300 personnes sont blessées, l'hôpital de Bastia saturé. Les évacuations vers le continent durent toute la nuit. Le lendemain, la Corse se réveille avec la gueule de bois. Très vite, les premières questions affluent. L'enquête commence. Le premier expert appelé par la justice est un expert en chapiteaux, tentes et structures provisoires. Dans le métier, je suis quand même connu pour mes compétences, comme je suis le seul expert dans la matière. L'expert. Donc aussitôt, on me demande c'est quoi, sans frapper des pieds, tout ça. Je leur expliquais non, tout est étudié pour. On dit on peut frapper les pieds, c'est pas l'effondrement, c'est pas possible, ça n'a rien à voir. Et pendant ces débats, d'un seul coup, je reçois un coup de fil du juge Rousseau qui demande que je prenne l'enquête. Quand je suis arrivé sur le stade, on se faisait agresser en me disant c'est pas maintenant qu'il fallait venir, c'était avant. Nous, on n'y était pour rien. Hein, et c'était très difficile, chapelle ardente. On commence à marcher dans la ferraille. On voit du sang partout, des sandwichs, des trompettes. La vie s'était arrêtée d'un seul coup, quoi. Et puis, je vois du béton sur des tubes. Je dis tiens, du béton sur des tubes de gradin. C'est quand même exceptionnel, je vois pas qu'est-ce que ça fait là. Et il y en avait beaucoup. Puis je regarde un peu plus en arrière, mais je dis c'est pas un gradin, c'est un échafaudage qui s'est effondré. Les premières expertises révèlent en effet un montage criminel. 2 types de matériaux qui ne pouvaient pas s'emboîter, le tout posé sur des tasseaux de bois ou des parpaings. La tribune ne pouvait que s'écrouler. Mais le rapport d'enquête pointe en réalité un invraisemblable enchaînement de négligences et de fautes qui excède largement le seul constructeur. Vanina Guidicelli, qui a perdu son mari dans le drame, se rend compte de l'ampleur des responsabilités. Les responsabilités sont multiples, quoi. La veuve. L'équipe dirigeante du SCB a sa responsabilité, que l'État a sa responsabilité, que la FFF a sa responsabilité, que la commission de sécurité aussi, que la Socotec aussi, qui a des responsabilités multiples. Ça a l'air, je veux dire, aberrant, parce qu'il y a une telle multitude, en fait, de responsables, qu'on se dit, mais enfin, il y aurait pu y avoir, je sais pas, une personne ou un organisme qui dise stop, là, il y a un souci, quoi. Stop, 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 on arrête tout. Il aurait suffi qu'il y ait une personne, ou un organisme, qui dise stop pour que la catastrophe n'ait pas lieu. Car au banc des accusés, il y a en effet Jean-Marie Boimont, le constructeur, mais aussi le bureau d'ingénieurs chargé du contrôle de la tribune, le club qui s'est passé de toutes les autorisations, la Ligue corse de football, la FFF, et enfin la commission de sécurité qui, si elle n'a jamais agréé l'ouvrage, n'a pas interdit le match. Trois ans après, le procès s'ouvre dans une ambiance délétère. Le président du SC Bastia a été assassiné 9 jours avant. La tension est à son comble. Là, à ce moment-là, beaucoup de haine, beaucoup de mépris, de se dire mais comment on a pu nous faire ça ? Comment on a pu nous laisser monter sur une tribune qui était mal faite ? Comment prendre autant de risques, sachant qu'il y avait toute une jeunesse corse qui allait monter. On ne parle pas des gens un petit peu plus vieux, mais c'était la fête, c'était le foot et comment on peut être aussi inconscient. Ouais. Je pense que toute la Corse voulait peut-être que le préfet, que la FFF, que le directeur de cabinet, etc., soient condamnés. Mais ensuite, au niveau des responsabilités locales, c'était, je veux dire, plus ambigu, quoi. Ça, c'était dur pour vous ? Ah ben oui.
Au départ, lorsque vous voyez donc les maires de Haute-Corse qui soutiennent les maires inculpés, je veux dire, c'est quand même c'est dur, quoi, parce qu'on se préoccupe en fait des responsables d'une catastrophe et beaucoup moins des victimes. Donc c'est très 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 dur. Seul Jean-Marie Boimont a été condamné à de la prison ferme. Les autres inculpés écopent de 10 à 18 mois de sursis, parmi lesquels le directeur de cabinet du préfet. Aujourd'hui, un tel enchaînement de négligences et de fautes serait-il toujours possible ? C'est d'abord vers les services de la préfecture que nous nous sommes tournés et la fameuse commission de sécurité, toujours dirigée par les directeurs de cabinet des préfets. La justice a défini les responsabilités dans ce drame de Furiani qui a coûté la vie à 18 personnes et qui a blessé plus de 2000 autres habitants de Corse et de spectateurs. Le représentant de l'État. La réglementation a nécessairement dû évoluer et comme à chaque fois qu'il y a un drame dans un établissement recevant du public, il y a un retour d'expérience sur les causes du drame et on adapte la réglementation. On le fait à Furiani comme on l'a fait pour tous les autres établissements où il y a eu des drames pour augmenter le niveau de sécurité. En mars 1995, un décret refonde entièrement le fonctionnement des commissions de sécurité. La commission de sécurité est présidée par le préfet, elle est collégiale, elle réunit un nombre d'experts importants qui doivent tous donner un avis. Donc il y a une obligation d'émission d'avis pour que le président puisse faire formuler un avis consultatif au maire. Si le fonctionnement des commissions de sécurité est désormais plus rigoureux et plus méthodique, le décret de 1995 précise surtout que les compétences du préfet et des pompiers se limitent désormais à l'évaluation du risque d'incendie et de panique, mais plus du tout à celui de la solidité des ouvrages. Je dirais que la réforme réglementaire principale, c'est à mon sens surtout la loi du 16 juillet 1984 qui a été modifiée en juillet 92 à la suite de l'événement, à la suite du drame, pour constituer une procédure d'homologation des enceintes sportives. Et donc cette homologation d'enceintes sportives est précisément compétente pour donner un avis sur la solidité les normes bâtimentaires des enceintes sportives. Et de fait, dans les mois qui suivent le drame, de nombreux stades français ferment et se rénovent. À Furiani, le stade subit des transformations successives. Il est aujourd'hui aux normes requises, après 20 ans d'un chantier houleux qui a englouti 36 millions d'euros. À la Fédération française de football aussi, on a essayé de faire le ménage dans les normes de sécurité. Si on préfère rester discret sur les condamnations qui ont touché les plus hauts dirigeants, il y a bien un après Furiani. Je pense que les organisations n'étaient pas suffisantes. Les services de sécurité ont été renforcés à la Fédération. On a quand même un service aujourd'hui très compétent qui est toujours en contact avec les préfectures, avec l'État. La Fédération française de foot. Et puis on a aussi modifié le comportement. Vous savez, à l'époque, ça aurait pu, malheureusement, se produire dans d'autres villes. Très souvent, lorsqu'il y avait un grand match, les tribunes étaient des tribunes provisoires. C'était le cas de Bastia. Donc aujourd'hui, ça a été interdit. C'est la première mesure principale, parce que c'est elle la cause, malgré tout, de cet accident. Donc effectivement, au niveau national, les interdictions ont été faites très très vite. On a fait attention à la capacité des stades, fait attention à la billetterie. Mais le risque est toujours, c'est les accidents ou la sécurité. On n'est jamais sûr d'être à 100%. Mais évidemment que ça a modifié totalement la réflexion d'un certain nombre d'organisateurs. On évite dorénavant de monter des tribunes provisoires pour les matchs de foot. Reste qu'en France, chaque année, des centaines de gradins sont édifiés provisoirement pour recevoir les festivals et les spectacles de l'été. Parmi les structures provisoires, seuls les chapiteaux de cirque sont soumis à des contrôles obligatoires et réguliers. Ils sont dûment répertoriés et l'objet d'une vérification avant chaque ouverture par des bureaux indépendants, comme celui de Jacques Merville.
chaque chapiteau, chaque structure est immatriculée comme une voiture. Donc ici, on a remis à l'intérieur, à l'extérieur. Ce numéro-là est repris sur chaque quartier de toile. Donc c'est le numéro 75-133. Ça veut dire que ça a été immatriculé à Paris, hein, et c'est le 133e chapiteau. Et la visite périodique, tout comme les voitures, c'est une vignette en cours de validité. Là, on a la garantie que le chapiteau a été construit avec toutes les normes solidité et la visite périodique tous les 2 ans. Mais si les gradins de cirque sont soumis à des vérifications minutieuses, ce n'est pas le cas pour les tribunes provisoires de plein air. Alors vous avez un gradin ici, vous allez voir, hein, de 5000 places, vous avez un gradin, là il est réglementé par nous. Comme je vous ai dit tout à l'heure, rien ne nous échappe. La moindre chose, le moindre crochet, tout ça, nous vérifions l'ensemble. Le même gradin, si on le met à l'extérieur, ou même dans un stade, contrairement à ce qu'on dit, on peut toujours, hein, le gradin n'est plus réglementé. Rien n'a donc changé depuis 1992 concernant le contrôle du montage des tribunes. Jacques Merville est d'autant plus inquiet qu'en 1991, quelques mois avant Furiani, il écrivait un courrier prémonitoire à la direction de la sécurité civile à la suite d'un petit accident. Une véritable catastrophe est à craindre par l'effondrement d'un gradin plus important, 25 rangs par exemple. Jacques Merville proposait déjà l'immatriculation des tribunes provisoires et leur vérification par des professionnels. Une alerte restée sans réponse. Pour lui, le bilan est sans appel. 22 ans après, les risques encourus sont en réalité toujours les mêmes. J'ai dit on ira à nouveau Furiani. Hein, si on ne s'occupe pas avec des professionnels, hein, avec un règlement bien déterminé, hein, on peut prendre un peu l'exemple de chez nous, dans nos cirques, dans nos chapiteaux, ça marche, hein, on n'a pas de problème. À Furiani, les matchs du SC Bastia ont repris depuis longtemps. Didier Grassi, comme d'autres victimes qui sont retournées soutenir leur équipe, a repris le chemin du stade et de la zone presse de la nouvelle tribune Nord. Il commande toujours les rencontres du club corse. Mais il a aussi rejoint Karine Grimaldi et les filles de Vanina Guidicelli au sein du collectif des victimes du 5 mai 1992. Car en 2012, la FFF a programmé la finale de la Coupe de France le jour de l'anniversaire des 20 ans du drame, au mépris de la mémoire des victimes. Si le collectif a pu faire repousser la rencontre, il peine toujours à faire reconnaître la catastrophe. C'est comme si on mettait un couvercle en se disant ça a existé, mais ça ne sert plus à rien d'en parler. Il n'y a pas eu de travail de catharsis là-dessus, positif, ou de se dire ça va nous permettre d'avancer. Le réflexe en Corse, quand il se passe quelque chose de grave ou quoi que ce soit, c'est on le met de côté, on parle d'autre chose. La fatalité. Oui, c'est le fatalisme, non pas insulaire, mais méditerranéen. C'était un peu comme une bombe. Des numéros d'urgence totalement Une vision d'apocalypse. Le naufrage a lieu au large des côtes de Bretonne. Une catastrophe écologique de grande ampleur. Des tonnes d'eau dévastantes. L'état de catastrophe naturelle sera bien déclaré. Un feu a traversé environ 50 hectares. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Une centaine d'employés a été touchée par un nuage de poussière radioactive.